La géographie, pour moi, ça a commencé en plusieurs moments, mais disons que d'une façon générale, ça a commencé sur les rives du Saint-Laurent, c'est-à-dire pendant ma jeunesse dans le Vieux-Québec, alors que j'ai commencé très jeune à rêver des espaces lointains, et puis de ce sur quoi je lisais déjà beaucoup, parce que je vivais dans une maison familiale très grande, où nous étions nombreux, où il y avait une immense bibliothèque, et où on a tous eu le goût de lire très tôt, ça a été encouragé. Et moi, je lisais déjà des romans, des histoires. Ça a peut-être commencé avec Bob Moran, mais ça a été suivi par des choses un peu plus sérieuses, dans la collection de signes de piste, puis bien sûr des Jack London, des James Oliver Curwood, et puis le National Geographic auquel mes parents étaient abonnés. Ah, ben, des choses assez classiques, mais qui me faisaient rêver. Je me rappelle très bien que dans le parc ce qu'on appelle, on appelait le parc, nous, c'est-à-dire le jardin des gouverneurs, le véritable nom, c'est-à-dire situé derrière le château Frontenac, et d'où on a une vue magnifique sur le fleuve, en plongée, n'est-ce pas, où sur certains angles, on ne voit même pas la terrasse, alors on va directement vers le fleuve, et les paquebots, à l'époque, qui étaient plus nombreux, bien sûr, passaient un peu comme dans la cour. Et bien sûr, il faisait rêver aux horizons lointains. Ça, pour moi, ça a beaucoup compté. Et j'ai vite appris à aller sur la terrasse, puis à lire le nom des bateaux, puis à savoir où ils se dirigeaient, parce qu'il y avait aussi des cargos et tout. Bon, voilà. Ça, je pense que ça a joué, en tout cas, dans mon imaginaire d'éventuels géographes. Euh, Ça, et puis bien sûr, le flot de visiteurs étrangers dans la maison familiale. Cette maison, donc, de l'avenue Sainte-Geneviève. De cette grande maison dans laquelle nous étions bon, jusqu'à 11 enfants. Nous avons été 11, quoi. Bref, parce qu'il y a 19 ans d'écart entre le premier et le dernier, mais enfin, elle a toujours été très animée, non seulement par nous-mêmes et tous nos amis, parce que ça a toujours été la maison ouverte. Il y a beaucoup de gens, de nos amis, aux uns et aux autres, mes frères et sœurs et moi-même, qui se rappellent de cela, que nos amis, on les invitait, eux aussi se rappellent, et on était rarement moins d'une vingtaine dans cette maison. Euh, lors de certains repas ou de certaines fins de soirée, l'un ou l'autre avait invité 3-4 copains. Puis, ça a compté, et aussi parce que ces visiteurs-là, c'était pas que le milieu immédiat, que les collègues de mon père aussi, les amis de la famille, de mes parents, de ma mère aussi, mais bien sûr des visiteurs étrangers, c'est-à-dire, bon, il y a eu des gens très connus, bien sûr, Monseigneur Parent, qui était bien connu parce qu'il est quand même l'âme de la commission Parent, mais qui était un grand ami de mon père, qui était presque notre oncle, qui était là souvent, Monseigneur Savard, Félix-Antoine Savard, qui a été là beaucoup moins souvent, mais quand même, je me rappelle très bien de ses visites et de sa lecture de sa poésie dans le salon, pour qu'il nous demandait ce qu'on en pensait. Et puis aussi des amis philosophes de mon père, des visiteurs étrangers, de ses étudiants étrangers américains, beaucoup, mais beaucoup de collègues européens. Et là, il y en a eu pas mal. Il y en a même qui ont résidé chez nous. Il y a eu des fils d'un ami de mon père, des fils d'un ami qui, lui, vivait en Argentine, qui sont venus séjourner chez nous pour leurs études de génie civil à l'Université Laval. Ils étaient en quelque sorte pensionnaires, tour à tour, 2-3 ans chacun. Il y avait mon parrain, l'archiduc Rodolphe d'Autriche. C'est une longue histoire, la relation entre notre famille et la famille impériale d'Autriche. Ce serait trop long à raconter ici. Mais pour moi, ça a beaucoup compté parce que l'archiduc Rodolphe a séjourné plusieurs années à Québec. Puis ensuite, quand il a vécu au Congo, il est repassé plusieurs fois chez nous. Il a vécu à New York, il est passé chez nous. Je l'ai connu quand j'étais étudiant à Bordeaux. Et lui m'a fait rêver de voyage parce qu'il voyageait beaucoup. Puis je me rappelle, il m'a beaucoup parlé de l'Afrique puis de la chasse. Ça a influencé un choix éventuel que j'ai fait. Bon, et bien sûr, beaucoup plus que tout cela, la littérature, la lecture, parce que bon, moi je considère que des rencontres comme ça, ce sont des déclencheurs, c'est des gens qui nous font penser au voyage, qui nous décrivent des lieux, puis là on va lire. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé toute ma vie. Plus j'ai voyagé, plus j'ai lu, puis plus j'ai lu, plus j'ai envie de voyager, et ça n'a pas cessé. Bon, et donc ça, je pense, c'est le déclencheur fondamental. Puis ensuite, au petit séminaire, pendant mes études d'études secondaires, c'est-à-dire le cours classique, ça a été entretenu à la fois par certains de mes cours, mais assez peu. C'est encore beaucoup plus par ma lecture, par les livres que j'échangeais avec des amis,
dont Bernard Bernier, qui est professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal, qui est resté un ami à la vie et à la mort depuis lors, et plusieurs autres. On s'échangeait des livres, on se disait, lis Dostoïevski, lis Mauriac, etc. Puis c'est des copains qui sont, dans la plupart des cas, devenus des professionnels et des intellectuels, dans plusieurs cas des profs, et dont plusieurs avaient déjà un bon sens critique, ce qui est quand même utile quand on a 15 ans, de partager un sens critique à l'endroit du monde. Il y a eu aussi les séjours au lac Trois-Saumons. J'ai été ce qu'on appelle campeur. C'est un camp-école, le lac Trois-Saumons, qui est connu dans le petit monde de Québec et du Québec, mais qui, pour moi, qui était un endroit remarquable au plan de la formation. J'ai été là pendant 5 ou 6 étés, 6 ou 7 étés de suite, donc les années 55, 6, 7, 8, 9, quelque chose comme ça. Non, un peu plus tôt, 53, 57, je crois. Et ce camp-là était un camp très, très bien organisé. J'ai souvenir d'un truc bien organisé, mais en même temps, on était très libre de s'activer. Le sport jouait beaucoup, puis pour moi, j'étais déjà très impliqué dans les sports au Petit Séminaire de Québec. J'étais dans l'équipe de natation, de basket, etc. Et là-bas, on pouvait bien sûr s'éclater dans la nature parce que c'est un lieu superbe au bord d'un lac, mais surtout, on nous initiait beaucoup à des choses telles que l'astronomie, telles qu'aux sciences naturelles, la marche en forêt, l'exploration à petite échelle, quoi. Le camping, comme j'étais, comme d'autres de mes copains, assez aventureux, on nous autorisait à aller camper seuls. Après une formation bien encadrée, on a fait des expéditions sur le fleuve, on est allé dans les îles, on est allé, je me rappelle, faire du camping, en tout cas, on appelle la sauvage aujourd'hui, mais là aussi encadré. Il y avait toujours un moniteur qui nous accompagnait. On était 3 ou 4 sur les grèves du fleuve, en pleine forêt. C'est un peu là aussi que j'ai commencé à fréquenter les milieux agricoles, parce qu'on allait faire des excursions qui nous faisaient traverser les zones agricoles à Saint-Pamphile, je me rappelle. On s'est rendu à la rivière Saint-Jean, on faisait du canotage. Enfin, tout ça, ça me faisait rêver et me faisait lire. À la fois sur les choses que je voyais, sur les choses que j'avais envie de voir, parce que oui, quand on voyage, on rêve. Puis quand on ne voyage pas, on rêve de voyager. C'est toujours comme ça que ça s'est passé chez moi. Puis la lecture a joué un rôle interactif très marqué dans tout cela. Bon, donc, encore une fois, la formation au Petit Séminaire de Québec, surtout les amis, les lectures, ces étés de 5-6 semaines, là, des demi-étés au lac Trois-Saumons. Puis ensuite, assez jeune, enfin plutôt jeune en fait, à l'âge de 15 ans, en 58, l'été 58, j'ai eu l'occasion, ce serait long d'expliquer, mais en tout cas d'aller travailler comme maître nageur dans une colonie de vacances en Californie. Bon, en fait, le directeur de cette colonie de vacances-là était venu à Québec. C'était un frère des écoles chrétiennes qui avait un frère à Québec, et qui était un Américain, et était venu, et m'avait vu nager dans une compétition. Il avait contacté, il connaissait ma famille de nom, etc. Puis, en bref, ça s'est organisé. Et j'étais donc travaillé, et ça a été une autre étape importante pour moi. Découvrir la Californie à 15 ans, je m'y étais rendu en avion. À l'époque, c'était 3 ou 4 vols, hein, Vicomte, New York, Chicago, Denver, San Francisco. Alors, on se tape des paysages fantastiques. Un Vicomte, ça vole à 2, 3, 4 000 mètres au maximum. Enfin, un peu plus pour franchir les Rocheuses. Et ça m'a beaucoup marqué. Et là, je me suis mis à rêver d'horizons lointains. Je me suis initié à ce que j'appellerais aujourd'hui ou depuis la géographie des échelles, c'est-à-dire des paysages où on ne comprend rien, mais plus on prend de l'altitude, plus on voit la cohérence des paysages, des quartiers, de la forme des villes, des régions agricoles, des régions forestières. On comprend de mieux en mieux, hein, parce qu'au fond, c'est un principe fondamental de la géographie. Et je dirais de l'ensemble des sciences humaines, ça dépend beaucoup à quelle échelle on regarde un processus, un phénomène. Il y a certains processus qui sont évidents à certaines échelles, qui disparaissent à d'autres, et inversement, certaines causalités ou certaines relations, disons, sans verser dans le déterminisme causal, qu'on commence à comprendre quand on prend de l'altitude. Ça, j'en emploie dans le sens réel comme dans le sens virtuel, quoi. Bon. Et ça, à 15 ans, je me suis mis à me dire, ben oui, ben voilà, il y a une logique dans le territoire. Il y a des choses qui s'expliquent quand on prend de la distance. Et ça m'est toujours resté, ça.
Même aujourd'hui, les conflits dans le monde, c'est pas en regardant ce qui se passe en Syrie qu'on comprend ce qui se passe en Syrie. Il faut prendre de l'altitude tant sur le plan géographique. Ça m'étonne toujours que tous les reportages, tous les journaux qui font état de ce qui se passe en Syrie ne montrent jamais de carte. Je trouve ça presque de l'aliénation, de ne pas penser à montrer le cadre, mais aussi l'échelle historique. La Syrie, ça ne s'explique pas par ce qui se passe aujourd'hui. Ça s'explique par bien des choses, notamment remontant à l'époque coloniale, à l'époque de l'Empire ottoman, etc. Bon. Je m'excuse, je vais un peu loin, mais les échecs, c'est important. C'est ce grand voyage-là, ce premier voyage en 58, qui a été répété 2 années suivantes, 59 et 60. Je suis retourné travailler le même été là-bas. Le troisième été, le camp a été fermé pour cause de manque d'inscription. En passant, c'était simplement un camp où il y avait un complexe aquatique, il y avait une immense piscine, mais j'étais responsable de cette piscine-là. Puis c'était dans un lieu fabuleux, c'était sur le campus du St. Mary's College, qui est ce qu'on appelle aux États-Unis un Liberal Arts College, dans l'arrière-pays de Berkeley, une région de collines, c'est très beau. Puis le campus est de type espagnol, enfin l'architecture des bâtiments. J'ai un souvenir toujours fabuleux. Tu sais, je suis retourné pour la première fois depuis donc 1960 ou 61. Il y a 3-4 ans, quand j'avais été invité à faire une conférence à Berkeley, puis j'avais demandé est-ce qu'on peut m'amener. On m'avait ramené sur le campus. Évidemment, je l'imaginais gigantesque, il était tout petit le campus, même s'il y avait un immense terrain de football sur lesquels les 49ers de San Francisco tenaient leur camp d'entraînement. Non, donc la Californie m'a beaucoup impressionné, d'autant plus que j'ai pu y voyager pendant ces étés-là. J'ai fait des sorties de fin de semaine avec d'autres moniteurs qui avaient des voitures. Alors, j'ai beaucoup connu ce qu'on appelle la région de la baie, San Francisco, bien sûr. Une ville assez fabuleuse aussi. Et puis l'agriculture californienne. L'agriculture californienne, ça m'a beaucoup impressionné. Ça m'est toujours resté. Et même à cette époque-là, bon, j'y connaissais pas grand-chose. J'étais quand même impressionné, mais je me posais des questions sur l'ampleur de l'irrigation. Alors, je savais quand même, parce que je commençais déjà à lire un peu de géographie, comment font-ils pour irriguer à ce point alors qu'on est dans un désert, un semi-désert, la Californie. La vallée centrale de la Californie, ce qu'on appelle la vallée de la San Joaquin, qui, avec la rivière Sacramento, draine tout le centre de la Californie, ou plutôt irrigue le centre de la Californie. Et c'est là qu'est le cœur de ce qui est une des plus grandes agricultures de la planète, hein, très productive. On a innové toutes sortes de choses là, la culture des amandes, la culture de... Pas innové, mais on a développé l'élevage. Vous savez, la Californie, c'est un pays, c'est une économie, je ne sais plus, ou encore aujourd'hui, ça fait partie des 10 plus grandes économies de la planète, la seule Californie. Bon, et déjà à cette époque-là, puis là, en fait, c'était des belles années de la Californie, si je puis dire. Fin des années 50, Hollywood se répandait, la recherche scientifique se développait, les grandes universités, Santa Clara, bien sûr, Berkeley, tout le reste. Et j'y suis retourné en 1961, alors qu'avec 4 copains du petit séminaire, 3 copains et un prof, nous sommes partis avec un Volkswagen, un petit minibus, et on s'est littéralement tapé un itinéraire de 50 jours. On est allé jusqu'à la côte ouest, jusqu'à Vancouver. On est descendu jusqu'au Mexique pour retraverser les États-Unis, en passant donc par Las Vegas, Reno notamment, je me rappelle, Chicago et tout. Bon. Et en traversant la Californie avec ces amis-là, j'avais revu des copains des années d'avant. Et là, j'avais vraiment traversé la Californie du nord au sud. J'étais retourné, bien sûr, voir les parcs, Yosemite et tout. Parce que les parcs aux États-Unis, c'est quelque chose de fabuleux. Il faut le savoir, si on ne le sait pas. Et bon, et la traversée des villes, cette fois-là, américaines, on ne s'arrêtait pas nécessairement dans les villes. On campait presque tout le temps à l'extérieur des villes. En tout cas, là aussi, OK, ça reste que des coupes plus géographiques que de tels itinéraires, mais pour moi, ça m'est resté. Je pourrais redessiner un peu si je savais bien dessiner, ce que j'ai vu. Et je suis capable de retracer ces souvenirs parce que, bien sûr, on a pris beaucoup de photos. Puis je signale aussi que j'étais revenu un des 3 étés que j'avais passé en Californie, j'étais revenu une fois en autobus. Ça aussi, ça avait été assez épique pour l'époque. C'était assez long quand même, c'était 3 jours. Et puis, à cet âge-là, vous savez, à 16 ans ou 17 ans, dormir dans un bus, c'est pas grave pendant 3 nuits de suite. Bon, voilà. Ça a beaucoup compté. Ensuite, je saute parce que ça n'a jamais beaucoup cessé, ces voyages-là, depuis. Un voyage très important. L'été 62, je venais de terminer mon cours classique et littéralement, je passe mon dernier examen de thème latin au Petit Séminaire de Québec. Je me rappelle, je crois que c'était un jeudi. Ça se termine à midi. À 14h30, j'étais sur le Saxonia dans le port de Québec. Je partais pour le Havre avec un sac à dos
euro elle passe dans mes poches et je ne vous dirai pas la somme, presque pas d'argent, parce que j'avais décidé de partir. Je n'avais pas encore vraiment décidé ce que j'allais faire comme études universitaires, même si j'étais déterminé à continuer. Je m'intéressais beaucoup à la géographie, à l'anthropologie, puis à l'océanographie. Et j'avais commencé à communiquer avec des universités européennes, en particulier Bordeaux, tant pour la géographie que pour l'anthropologie, Monaco, le centre d'océanographie. Mais j'avais aussi commencé à rêver d'aller en Afrique d'abord. Et j'étais même allé au siège social du Peace Corps américain à New York en février 62 pour essayer de me faire enrôler dans le Peace Corps pour une année dès que j'aurais terminé mes études. Mais évidemment, on m'avait refusé. J'avais à ce moment-là seulement 18 ans, j'étais trop jeune. Bon. Parce qu'au Canada aussi, avec ce qui s'appelait le SUCO, qui commençait, je crois que SUCO n'existait pas, mais QSO, la version anglophone, existait. Canadian University Service Overseas. En tout cas, bon, bref, je partais avec des projets, mais rien de confirmé. J'avais écrit à Bordeaux. On m'avait mis en contact avec le ministère de l'Éducation en Ouganda, qui me fait passer par les Pères de Sainte-Croix, qui avaient une maison mère à Holy Cross Fathers, qui sont très présents au Québec, à Montréal notamment dans l'enseignement, à Rome, et qui eux-mêmes avaient des contrats avec des écoles en Afrique orientale. Et, bon, en tout cas, j'avais posé ma candidature avec un petit dossier où je n'avais pas grand diplôme. J'étais sur le point d'avoir mon bac en géographie, mais aussi un bac en philosophie. Parce qu'à cette époque-là, au Petit Séminaire de Québec, les étudiants qui terminaient la rhétorique avec des notes, disons, plutôt bonnes, là, une moyenne, je ne sais plus ce qu'il fallait avoir, étaient éligibles à s'inscrire au baccalauréat en philosophie qui se donnait de l'autre côté de la rue de l'université. Et des gens tels que Bernard Bernier, je me rappelle Jacques Vallée, qui a été un haut fonctionnaire du Québec au ministère des Affaires internationales, qui reste un bon ami lui aussi, Serge Viau, qui était directeur de la Ville de Québec, et quelques autres, nous avions posé notre candidature parce qu'on avait les notes requises, et on a donc pu, pendant notre philo 1, philo 2, suivre, en plus des cours de philo qu'on suivait au petit séminaire, suivre des cours de philo à la fac, encore une fois, de l'autre côté de la rue. Ce qui fait que quand on a terminé, cet arrangement-là qui existait depuis quelques années, qui a duré quelques années encore, je crois, n'existe plus, bien sûr, depuis longtemps. Disons qu'on en a beaucoup profité, ne serait-ce que parce que ce que j'appelle l'esprit critique a quand même beaucoup profité de cet épisode. Entre nous, on parlait beaucoup des cours qu'on suivait, puis disons que les cours d'apologétique, ça c'était donné au Petit Séminaire de Québec, on les mettait beaucoup en doute. Que certains des cours de philosophie qu'on suivait, on les trouvait cousus de fil blanc. Si je peux dire ça simplement, même s'il y en a quelques-uns qui étaient excellents. Mais en tout cas, donc, et ça encore une fois, c'est tout, les gens qui viennent de mentionner, pour mentionner quelques autres, ça a créé une camaraderie puis une amitié qui est restée, avec d'autres échanges. Déjà, au petit séminaire, on était copains. Mais aussi, ce qu'on a tous, je crois, en commun, c'est d'être intéressé par la vie intellectuelle et puis, encore une fois, par la distance. C'est ce que j'appelle, moi, en tout cas, la distance critique. Bon, ça, donc après ce cours-là, je pars en Europe, je fais ma virée de 70 jours, mais pendant cette virée-là, je vérifie où est-ce que je peux aller, est-ce que Bordeaux, ça marche, j'avais envoyé mes dossiers, je suis allé voir le doyen de la faculté à Bordeaux. Bon, à cette époque-là, il y avait la question des équivalences. C'était pas encore fait, un truc assez ridicule. Mes diplômes étaient en latin. Et en France, on n'acceptait pas les diplômes en latin. Il fallait avoir une traduction certifiée conforme par un traducteur accrédité auprès du président de la République, ou enfin la reine. Enfin, c'était complètement grotesque, pour pouvoir être autorisé à étudier en France. Parce que sinon, au-delà de ça, l'accueil était formidable, mais il fallait ce fameux papier. Comme c'était long, c'était pas encore réglé à la fin de l'été 62. Ce qui sort, c'est Rome qui m'envoie un télégramme à Bruxelles, qui était mon quartier général. J'ai signalé l'Europe pendant 70 jours en train, jusqu'au fin fond de la Scandinavie, Sognefjord en Norvège, la frontière hongroise, le sud de l'Italie, Paestum, l'Espagne. Sur ces 70 nuits, 70 jours en Europe, puis
J'ai peut-être aussi été hébergé dans des amis et dans des familles d'amis où je suis dans de la famille. J'avais de la famille en Belgique, des amis en France, des amis de la famille en Autriche. Disons, et puis j'ai peut-être couché 20 nuits à les auberges de jeunesse, enfin pour vous donner l'idée du rythme de ce périple-là, mais en même temps, un peu fou. J'ai vu beaucoup de choses par la fenêtre, des trains, mais j'ai quand même séjourné. Vous savez, je me rappelle d'avoir fait Paris-Marseille en train de nuit, la nuit dans le train, puis la journée, je sors pour ça, j'étais un peu vanné, mais j'avais qu'un petit sac à dos, puis je me suis promené toute la journée dans Marseille. Puis voilà, là, je suis allé coucher à l'auberge jeunesse, puis j'ai refait une demi-journée à Marseille, parce que j'ai pris le train vers l'Italie, etc. Bon, ça, ce type de voyage-là, ça a l'air un peu farfelu, mais ça imprègne, hein, ça imprègne. Le concept de l'Europe, là, je l'ai eu, moi. J'ai voyagé avant que la formation de l'Europe moderne, l'Europe des 6, puis ensuite l'Europe des 27, ou je ne sais plus combien. Mais j'ai vraiment senti qu'il y avait une chose qui s'appelait l'Europe, qui n'était pas juste sur la carte, qu'il y avait un esprit européen, qu'il y avait des villes européennes, qu'il y avait un rythme de vie européen, qu'il y avait une culture européenne, qu'il y avait un patrimoine européen, etc. Bon, tout ça pour dire que ça s'est terminé assez rapidement. Pif, paf, c'est l'Afrique qui sort. Je me précipite à Rome. On me briefe, si je puis dire, au collège, chez les Pères de Sainte-Croix. Je passe mes vaccins. Je prends l'avion pour le Caire, pour Khartoum. Je séjourne à Khartoum. Ça, Khartoum, ça avait frappé pour la vie, quoi. Les femmes en tchador dans les rues de Khartoum, puis le fleuve, le Nil boueux, les maisons entorchies. 24 heures, mais ça aurait pu être un mois, mais ça ne m'aura pas plus impressionné. Continuer, Djouba dans le sud du Khartoum, dans le sud, pardon, du Soudan, aujourd'hui la capitale du Soudan méridional, puis ensuite l'Ouganda. Bon, l'Ouganda, si je pourrais en parler jusqu'au réveillon, parce que cette année-là que j'ai passée, donc de septembre 62 à septembre 63, c'était peut-être pour moi l'année la plus formatrice de ma vie, sur plusieurs chapitres, je puis dire, en tout cas pour celui de la géographie, parce que j'ai été appelé à enseigner la géographie dans un collège, je m'en allais faire ça, à Fort-Portal, dans l'ouest du pays, au pied de ce qu'on appelle les montagnes de la Lune des Anciens, c'est-à-dire les monts Ruwenzori, qui est un type assez classique de Horst, c'est-à-dire un massif émergé d'origine volcanique, mais qui au plan écologique est fabuleux. C'est un des endroits les plus étagés au plan de la végétation des espèces animales, et même culturel, dans la mesure où il y a des pygmées qui vivent sur les bas versants. Et le collège était donc situé à Fort-Portal, qui est lui-même non loin de la vallée la branche occidentale de la Grande Vallée d'Effondrement. C'est vraiment une région au plan paysage qui est difficile à battre, si je puis dire, notamment parce qu'elle est animée par des troupeaux d'à peu près tout ce que vous pouvez imaginer comme faune africaine, éléphants, buffles, girafes, zèbres, 5-6 sortes d'antilopes, sangliers et tout et tout. Et bon, alors ça a été une année très intense aussi au plan vue professionnel, puis c'est peut-être ça quand je dis qui m'a le plus marqué, parce que j'ai été obligé d'enseigner 24 heures de géographie par semaine. J'enseignais la géographie 6 heures par semaine dans chacun des 4 niveaux de ce Senior Secondary College qui préparait à ce qu'on appelle l'Overseas Cambridge Certificate. J'étais encore dans une toute jeune ex-colonie britannique. L'Ouganda est devenu indépendant pendant que j'étais là, en octobre 62. Et donc, cette géographie, je ne la connaissais pas beaucoup. Hein. Alors, j'ai préparé, pendant les premiers mois, ce que j'enseignais à 8 heures le matin, je ne savais pas la veille, je l'avais appris pendant la nuit. J'ai vraiment fait des nuits très courtes mes premiers mois en Ouganda, mais c'était immensément formateur. Puis, il n'était pas question que je me pointe en classe sans savoir mon sujet au bout des doigts, puis parler sans notes. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, je crois, à l'époque, à apprendre assez vite, à lire assez vite, puis à retenir ce qui m'apparaissait comme l'essentiel. Vous savez, il a fallu que j'explique, par exemple, ce que c'était que le volcanisme. Bon, le volcanisme, j'avais un peu lu là-dessus, mais c'est la veille que j'avais appris les différents types de volcans, la terminologie, la répartition des grands paysages volcaniques dans le monde, qui sont d'ailleurs parmi les plus magnifiques, évidemment. Bon, je prends cet exemple-là, mais aussi les peuples. J'enseignais sur l'Afrique orientale, puis il a fallu que j'apprenne sur les peuples d'Afrique orientale, un peu leur histoire, leur genèse, et je parlais de ça. Bon, et ça a été très, très formateur parce que comme je parlais vraiment à mes étudiants, ils me posaient des questions, alors j'ai appris à répondre à des questions. Disons que l'enseignement dynamique était d'autant plus favorisé que c'était des petits groupes de 20 à 40 étudiants au maximum.
Et que cette interaction avec eux, ces étudiants qui, dans certains cas, avaient quasiment mon âge, ils étaient entre 12 et 18 ans d'âge en général. Moi, j'en avais 19. Enfin, tout ça, ça a été à la fois... il y avait de la pression, mais je la prenais. Ça me faisait pas peur. Puis, les fins de semaine, je partais en moto. Je m'étais acheté une moto très vite et je faisais des virées un peu partout. J'avais un copain qui était prof de mathématiques, un Américain, qui était un chasseur invétéré et que j'ai beaucoup accompagné. Je chassais un peu, mais très peu. C'est surtout lui qui chassait. Moi, je ne tirais pas sur grand-chose. Sanglier, ça va, mais... et puis, alors on s'est fait des balades en Rwanda, Burundi, au Congo, etc., Kenya, Tanzanie. Ça, c'était quand on avait la semaine de Pâques, la semaine de Noël, les recess entre les terms, trois termes, je sais pas, saisons d'enseignement, une semaine entre chacun. Alors, mais à chaque fois, flac, on partait. Alors, donc, j'en ai vu. Là aussi, je pourrais décrire des paysages, découvrir Mombasa à cette époque-là. Moi, le fort portugais de Mombasa. Et ça fait lire, évidemment. Qu'est-ce que les Portugais ont fait ici? Alors, souvent, vous savez, voyager, tout ce que ça fait, ça donne envie de plus voyager. Comme lire, ça donne envie de plus lire. Plus on lit, plus on se rend compte qu'on est ignorant. Plus on voyage, plus on sait qu'on ne connaît rien. Bon, on n'a rien vu. C'est un peu la même logique. Je pense qu'il a animé pas mal ma vie, puis mon enseignement, puis mes travaux, ma recherche. Donc, cette année-là, ça a été vraiment un truc d'un an. Entre-temps, mon dossier à Bordeaux avait été accepté. J'ai été accepté pour aller faire mes études de premier cycle à Bordeaux. Alors voilà, j'ai quitté l'Ouganda. Non, j'oublie. En fait, quand j'ai quitté l'Ouganda, il a fallu que je rentre au Québec parce que le dossier n'était pas encore réglé en France. Je me suis donc inscrit en géographie à l'Université Laval. Mais j'ai fait qu'un petit mois, et au bout d'un mois, le truc a débloqué à Bordeaux. Allez, flac, j'ai fermé mes cartables, je suis parti à Bordeaux et j'ai commencé mes études de géographie. Donc, après être parti de Québec, faire une grande virée à travers l'Europe, enseigner un an en Ouganda, j'étais rentré en passant à nouveau par le Caire, à nouveau à Rome, me rendre compte. Et voilà, puis il n'y avait rien qui était réglé avec Bordeaux. Je l'ai su, je ne sais plus comment, par correspondance. On oublie un peu, là, il n'y a pas de téléphone, ça a été un télégramme qui devait m'attendre à Rome. Alors j'ai décidé de rentrer au Québec. Et donc, un mois plus tard, j'étais à nouveau à pied d'œuvre en Europe pour mes études. Là, formellement, j'entrais dans le monde de la géographie universitaire après l'avoir enseigné, non pas universitaire, mais les cours que j'avais donnés avait nécessité que je me remplisse le crâne de géographie, mais pas de façon futile, pour l'enseigner.